Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, on espère que d'autres inscrits vont arriver. C'est fait au quota. On se connecte. Sachez, je le dis d'emblée, que donc ce webinaire sera rediffusé en replay sur le site du CK et également sur le site d'Intimagir. Donc nous sommes dans le 3e webinaire d'un triptyque qui a démarré en mai dernier. Donc, on a eu les 2 premiers webinaires étaient réservés aux adhérents du CK. Le premier a eu pour vocation de présenter le cadre général, notamment réglementaire, sur ce qui était la vie intime, affective et sexuelle. Pas uniquement le versant négatif qu'on va voir aujourd'hui, mais justement donner une vision plus large qui doit être promue dans toute SMS. Ici, on a focalisé sur le secteur handicap, même si ce qu'on peut dire n'a pas vocation à exclure les EHPAD ni le secteur personnes âgées. Donc le premier webinaire, je redis, réservé aux adhérents, c'était du CK, c'était ce cadre global avec Intimagir qui s'était déjà présenté. Le 2e webinaire, on était sur la figure du référent VIAS, qui est aussi une figure recommandée. Hein. On va parler d'obligation, néanmoins, c'est bien d'avoir un référent de SMS sur ce sujet. Et donc, aujourd'hui, on arrive au volet de la postvention. Maintenant, on parle comme ça dans le secteur du suicide. Qu'est-ce qui se passe quand ce qu'on aurait voulu éviter, malheureusement, arrive? Donc, la lutte contre les violences sexuelles en SMS, plus particulièrement au secteur handicap. Donc, nous sommes au nombre de 4 aujourd'hui. Élodie Galisson, qui est coordinatrice du Centre Ressources Intimagir, avec qui on est partenaire pour l'ensemble de ces webinaires, à qui je passerai la parole juste après. Muriel Springot, qui dirige le CIDFF. Je ne dirige pas, je suis coordinatrice. Voilà, qui coordonne le CIDFF. Coordinatrice du service de lutte contre les violences sexistes et sexuelles du CIDFF. Voilà, donc vous retrouverez son nom et les coordonnées du centre dans la suite du diaporama, et monsieur Stéphane Dufort à l'Agence régionale de santé, toujours. Toujours. Oui. Je suis donc chargé de mission pendant plusieurs années sur le volet santé et justice, la coordination de la politique santé et justice, tant les auteurs que les victimes. Donc au sens large, on en parlera. Je viens de changer de poste, mais voilà, je me suis occupé pendant plusieurs années, donc je vous expliquerai comment s'opère la prise en charge des victimes et aussi les différents dispositifs de prise en charge, de prévention en tout cas, qui est inscrit dans notre PRS, notre projet régional de santé sur les violences sexuelles. On échange. Merci. Entendu. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Élodie Galisson. Donc, l'idée, c'est que je vous présente assez brièvement le centre ressources pour vous expliquer d'où je parle finalement. Et puis, après, je ferai une petite transition justement sur quel genre de sollicitation je peux recevoir de la part des établissements et services. Donc, le centre ressources régional, donc Nouvelle-Aquitaine, je suis la coordinatrice, mais il faut savoir qu'il y a un centre ressources régional, donc par région. Et on est issu du Grenelle qui s'est tenu donc, en septembre 2019, Grenelle des violences conjugales. À l'occasion de ce Grenelle, il y a eu un groupe de travail spécifique sur la question des personnes en situation de handicap. Alors, pourquoi ce groupe de travail s'est mis en place? Parce que les personnes en situation de handicap sont plus fortement touchées par les violences sexistes ou sexuelles. Et s'agissant, en général, on dit qu'elles sont 2 à 3 fois plus de malchance d'être victimes. Et quand il s'agit d'un handicap avec déficience intellectuelle ou TSA, les chiffres là montent de manière exponentielle, puisque 80, voire 90% des femmes en situation de ce genre de handicap sont susceptibles ou ont connu déjà des violences sexistes ou sexuelles. Donc, c'est le pourquoi de la création de ce groupe de travail. À l'issue de ce groupe de travail, il a été décidé de créer un centre ressources Intimagir par région.
Et autre déclinaison finalement opérationnelle de ce groupe de travail, ça a été la rédaction de la circulaire du 5 juillet 2021, à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure, avec la recommandation, plus qu'une recommandation, c'est très fortement appuyé dans la circulaire, de la mise en place notamment d'un référent ou d'une référente vie intime, affective et sexuelle dans chaque établissement ou service. Voilà d'où partent les centres ressources Intim'Agir. Alors, la mission des centres ressources, donc bien sûr, en ligne de mire, c'est la lutte contre les violences, mais pour y parvenir, on va s'appuyer sur différents leviers, comme la promotion plutôt de manière positive de la vie intime, affective et sexuelle, donc notamment auprès des personnes concernées, donc par le biais de sensibilisation, d'actions de prévention, et d'autres types d'actions, donc auprès des personnes en situation de handicap, aussi auprès des professionnels qui peuvent accompagner ces personnes et bien sûr auprès des aidants. Donc 3 types de publics auxquels on s'adresse: les personnes en situation de handicap, les aidants et les professionnels. Et sur les 3 thématiques, même si l'ambition forte, c'est la lutte contre les violences. Donc, on a la vie intime, affective et sexuelle. Et bien sûr, dans le prolongement de la vie intime, affective et sexuelle, on est sur le soutien à la parentalité. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des missions et des actions du centre ressources. Vous aurez ce support de présentation. Je voulais juste peut-être vous signaler que nous avons un site internet sur lequel vous allez pouvoir retrouver des ressources et aussi identifier des acteurs par le biais d'une cartographie. On a aussi nos actualités qui apparaissent sur ce site internet. C'est un peu après. Un peu après, oui. D'accord. Vous allez pouvoir avoir. Voilà, ici. Voilà, donc ça, c'est la page d'accueil du site internet. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Vous y trouverez ressources et identification d'acteurs. Alors, souvent, moi, je suis sollicitée principalement par des professionnels issus des établissements ou services, plus rarement par les aidants, mais ça arrive, et encore plus rarement par les personnes en situation de handicap. Mais les professionnels souvent me font part de leur désarroi, hein, surtout quand les violences arrivent. Souvent, alors, il y a une difficulté pour savoir identifier et qualifier la violence, et surtout après pour les suites à donner à ce qui a pu être identifié. Comment on va traiter cette violence. Donc c'est pour ça qu'avec Martine, on a souhaité créer ce webinaire pour vous donner quelques pistes et quelques clés. Tout à fait. C'est un petit mot, il y a eu une formation qui a été montée pour devenir référent, c'est ça? Voilà, c'est une de nos actions. On a créé cette formation socle en partenariat avec 9 organismes de formation. Ce qui est remarquable. Ça a été une des premières actions un peu fortes du centre ressources qui est finalement en activité depuis 2023. Okay. Merci. Donc ça, c'est des exemples d'actions. Voilà, que vous menez. Vous aurez le détail sur le support. Et puis sinon, n'hésitez pas aussi à me contacter. Oui. Vous avez mes coordonnées à la fin de... Oui, il y a des permanences d'accueil physique déportées sur 2 territoires, à venir sur d'autres territoires sur 2026. Attention. Et donc voilà, la diapo promise avec vos coordonnées. D'accord. Merci. Donc, face à ces situations que vous évoquiez, on va dire un certain malaise, voire une méconnaissance en fait de ce qu'il faudrait faire ou de ce qu'il faut faire, à la fois de façon obligatoire, réglementaire, mais aussi d'un point de vue, je veux dire, un petit peu plus pratique, relationnel, etc. Voilà, c'est ce que vous disiez, que vous
aviez comme demande ou comme interpellation. Moi, je voudrais juste intervenir quelques minutes, voire secondes. Alors, c'est un petit peu petit, mais je voulais juste faire un focus sur la manière dont la Haute Autorité de Santé parle dans son référentiel d'évaluation des ESSMS de ces violences sexuelles. Qu'est-ce qui est demandé, en fait? On va voir qu'on est plutôt du côté de la prévention, d'une part sur le plan individuel, dans la thématique de la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement. Ce qui est demandé, c'est que les professionnels adaptent avec la personne son projet d'accompagnement au regard des risques auxquels elle est confrontée. Et parmi ces risques est cité dans le critère 2, 4, 5 le risque lié à la sexualité. On a 6 autres, mais donc là on voit bien que l'idée c'est au moment où une personne est admise en ESMS, secteur handicap en l'occurrence, il est demandé de passer en revue un certain nombre de risques, dont celui de la sexualité. Alors, on peut penser un process, un petit peu spontanément en étant sur le terrain ce que ça m'évoquait, mais il y a d'autres choses. À partir du moment où on a une vision un petit peu plus globale, on peut aussi penser aux agressions, etc., avec des impacts psychologiques, voire physiques. Donc ça, c'est sur le plan individuel et de chaque projet d'accompagnement. D'autre part, sur un point de vue beaucoup plus organisationnel et collectif, ce qui est demandé, c'est que le SSMS définisse avec les professionnels, donc de façon co-construite, mais au niveau des RH, un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance et de violence au bénéfice des personnes accompagnées. Alors c'est le plan qui est au bénéfice, évidemment, c'est pas les risques. Donc là, l'idée, c'est d'avoir un plan qui va reprendre les différentes mesures pour éviter l'agression et les actes de maltraitance, de violence. Et dans son même plan, on a un deuxième volet qui est qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive. Donc c'est plan de prévention et de gestion. Donc là, on est vraiment dans notre sujet d'aujourd'hui. Je sais, alors pareil pour avoir beaucoup de contact avec des ESMS, que c'est pas quelque chose de facile. Déjà identifier ces situations à risque de maltraitance, qu'est-ce que ça veut dire effectivement? Donc, traditionnellement, on utilise la méthode de la cartographie des risques, qui est un outil qui est mentionné par la HAS depuis 2008, avec un tableau, etc., qui est assez exhaustif. Le CK travaille sur une méthode, je dirais, un petit peu alternative, entre guillemets, en tout cas plus participative, qui vise à déjà identifier les étapes du parcours et au sein de chaque étape, en présence d'un ou plusieurs représentants des usagers et des familles, voir mais qu'est-ce qui peut arriver ou qu'est-ce qui est déjà arrivé, avec une cotation, et au final, on arrive à des mesures existantes, on ajoute des mesures souhaitées, ce qui fait notre plan de prévention. Ensuite, la deuxième partie du plan, la partie gestion ou traitement de l'agression ou de la situation, en général, ça passe par un circuit en interne, déjà le fait de signaler en interne, voir s'il faut signaler à l'extérieur, donc ça fera l'objet de notre intervention après, et qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain, dans l'établissement, pour la victime, éventuellement si l'agresseur est aussi au sein de l'établissement, qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on communique aux familles, comment est-ce qu'on communique aux autres instances de l'organisme gestionnaire, un petit peu à tous les niveaux. Voilà, y compris le signalement d'un événement indésirable grave, je le rappelle, qui fait l'objet d'un autre critère. Donc juste celui-ci, le 3.11.1, c'est un critère impératif, voilà, je vous le dis, donc avec une importance un petit peu clignotante. Voilà. Donc si on veut revenir à de la terminologie, on va voir avec Madame Springot, qui est juriste de formation et encore en activité bien sûr, un ensemble de définitions qui vont nous aider à voir plus clair quels sont les différents actes et qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les obligations qu'ont les professionnels et ou les directions d'établissement. Bonjour, donc je suis Muriel Springot et je travaille pour le CIDFF. Donc c'est une association loi 1901 dont la mission est de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes. Et pour ce faire, on a plusieurs services, un service juridique, un service de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et un service d'accompagnement à l'insertion professionnelle. Donc, on a 35 lieux d'intervention, on est 25 salariés et on fait notamment des interventions auprès des professionnels ou du grand public sur les questions d'égalité et de violences sexistes et sexuelles.
On est sur le droit commun, c'est-à-dire que c'est pas spécialement pour le secteur médico-social. Ah non, nous on est, voilà, c'est tout secteur. Hein, Monsieur et madame tout le monde peuvent voilà, accéder. le public, on s'adresse au public ou aux professionnels, quel que soit le secteur et quel que soit en ce qui concerne les violences, quel que soit le contexte dans lequel interviennent ces violences. Voilà, ça peut être au sein de la famille, dans des établissements, quelle que soit la nature des établissements, dans l'espace public. Voilà, ça s'adresse à tous et à toutes. D'accord. Avec aussi un volet prévention ou vision, j'allais dire positive, la promotion de l'égalité avant d'arriver au sujet tout à fait. Qu'est-ce que l'égalité et surtout lutter et déconstruire les stéréotypes, notamment les stéréotypes sexistes hein, pour ce qui nous concerne, qui sont la racine de ces violences sexistes et sexuelles. D'accord. Et donc on va voir ben, ce que prévoit la loi. Oui. Quels sont les comportements qu'elle saisit et qu'elle punit. Et d'abord, la plus grave des infractions, ben, c'est le viol. Et il se trouve que la définition du viol a changé. Il y a eu un vote définitif d'une proposition de loi qui a été adoptée définitivement donc, par le Sénat le 29 octobre 2025. La loi n'est pas encore publiée. Ah oui, mais alors là, c'était... C'est récent. C'est récent et il se trouve que on a été condamné, quand même la France a été condamnée à 2 reprises en 2025 pour avoir un cadre juridique insuffisamment protecteur. On va voir le cadre juridique qui est le nôtre là jusqu'à la publication de la loi, mais la nouvelle définition, elle englobe la notion de consentement qui ne figurait pas dans la loi jusqu'à présent. Donc, il est prévu d'incriminer tout acte sexuel non consenti, hein, donc la notion de consentement qui apparaît, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur. Et la loi précise que le consentement doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Et il doit être apprécié au regard des circonstances et ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime, ce qui inclut les situations où il peut y avoir sidération et des situations qui, en fonction des circonstances, n'ont pas permis à la victime de réagir. Et la loi précise également qu'il n'y a pas de consentement, évidemment, si l'acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et ça, cette dernière phrase, elle reprend le cadre qui était jusqu'à présent le nôtre, puisque jusqu'à présent, le viol était défini comme un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucco-génital commis avec contrainte, menace, violence ou surprise. Alors, ça ne veut pas dire que les juges ne prenaient pas en compte l'absence de consentement dans les décisions de justice. Vous voyez, on voyait cette absence de consentement qui était prise en compte, notamment, par exemple, quand il y avait les circonstances montraient que la victime n'avait pas pu consentir au regard d'un rapport, par exemple, d'autorité. Ça avait pu être retenu, notamment quand un professionnel de santé abusait de ses fonctions. Voilà. Mais c'était des décisions de justice éparses et on a voulu élargir la définition du viol. D'accord. On va pas revenir sur les épisodes médiatisés récents, mais on imagine, on y pense, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Sachant que le viol aussi, il y a une particulière protection des mineurs depuis la loi c'est assez récent, c'est c'est une loi de 2021. D'accord. Qui protège les mineurs en considérant qu'il ne peut y avoir de discussion sur l'existence de contraintes, menaces, surprises, etc. Il ne peut pas y avoir de consentement quand le mineur a 15 ans. Enfin, quand il s'agit d'un mineur de 15 ans, ce qui veut dire jusqu'à l'âge de 15 ans, il n'y a pas de consentement possible et que dès lors qu'il y a une relation d'un majeur avec un mineur, le viol pourra être retenu, sauf quand la différence d'âge est de moins de 5 ans. Il y a une petite clause qui vient. Voilà, exactement. Qu'on appelle clause Roméo et Juliette. C'est mal nommé quand même, hein, mais voilà. Dans les débats, ça moi, se comme ça. Je pense que c'est très important puisque souvent on me parle de majorité sexuelle. Vous confirmez qu'il n'y a pas de notion de majorité sexuelle dans la loi. Pas de notion de majorité sexuelle. C'est pas inscrit dans la loi. Aucunement.
Et également sur alors après, il y a les agressions sexuelles. Hein. Les agressions sexuelles, c'est tous les actes qui ne sont pas un acte de pénétration sexuelle ou un acte bucogénital, mais qui vont être tous les atteintes sexuelles. Ah oui. Donc autres que le viol et qui sont commises jusqu'à présent avec violence, contrainte, menace ou surprise, mais donc il va s'élargir la notion de dès lors qu'il n'y a pas de consentement. Donc ça va être tout ce qui est, par exemple, l'attouchement sur des parties qu'on considère à caractère sexuel, que ça va être le sexe, les fesses, les seins, la bouche, le haut des cuisses, voilà. Et dès lors que voilà, il n'y a pas de consentement. Bon, les peines encourues, il y en a, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le viol, c'est 15 ans de réclusion criminelle, puisque c'est un crime. Oui, en ce qui concerne les circonstances aggravantes, il y a des circonstances aggravantes et qu'on peut revoir, mais en gros, c'est quand c'est sur mineur de 15 ans. Quand c'est une personne, dont, voilà, alors là, c'est intéressant aussi, une personne dont la particulière vulnérabilité est due à son âge, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse et que c'est apparent et connu de l'auteur. Par rapport à la vulnérabilité, dernièrement, on m'a posé la question, est-ce qu'il y avait un article de loi qui précisait ce qu'était la vulnérabilité? Et ce que j'ai constaté, c'est qu'on le cite dans certains articles de loi, mais pas forcément dans tous. Par exemple, dans les agressions sexuelles, je ne suis pas sûre que ça soit précisé. Si, c'est une circonstance aggravante également. Ouais. D'accord. De plus en plus, cette circonstance, elle est prise en compte. D'accord. Ouais. Mais elle n'est pas, il n'y a pas la vulnérabilité n'est pas définie en tant que telle. Non, on a ces textes-là et on verra tout à l'heure avec les signalements aussi. Hein, c'est mentionné la vulnérabilité. Et donc, voilà, il n'y a pas de définition proprement parlée. Alors, sans aller jusqu'à dire que c'est des infractions pénales, on a dit précédemment que donc, la nouvelle définition pour le coup de la maltraitance fait aussi référence à la vulnérabilité et en citant des facteurs de vulnérabilité qui sont de mémoire les mêmes, hein, l'âge, l'état de grossesse, etc. Et il y a une autre particulière vulnérabilité qui est mentionnée, c'est celle qui est liée à la situation économique, hein, précarité de la situation économique ou sociale apparente ou connue de l'auteur également. Hein, c'est une autre forme. Voilà, ça c'est que quelques exemples, hein, parce qu'il y a pas mal de circonstances aggravantes. Et là, on reconnaît le handicap, clairement, infirmité ou déficience physique ou psychique. On peut vraiment dire qu'à partir du moment où on a cette reconnaissance, on rentre dans la catégorie vulnérable, et donc c'est aggravant du point de vue des juges ou des juristes. Ok. D'accord. Ensuite, on a le harcèlement sexuel. Donc là, le harcèlement sexuel, il y a 2 formes de harcèlement sexuel. Hein, c'est tout propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui sont imposés et répétés. C'est la première forme et qui vont porter atteinte à la dignité de la victime ou créer une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors, à savoir que la répétition, elle peut venir d'une même personne, c'est-à-dire un même auteur qui va répéter les actes, ou bien ça peut être plusieurs personnes qui vont commettre ces actes, soit à l'instigation d'une personne ou qui vont agir en concertation, ou encore, même sans instigation ou concertation, c'est des personnes qui vont participer à ce harcèlement et qui peuvent avoir un seul comportement dès lors qu'elles savent que d'autres personnes ont eu ce comportement également. Voilà. Et la deuxième forme, c'est, alors là, il suffit d'un agissement, et c'est quand il y a une forme de pression grave, même si elle n'est pas répétée, et que dans le but d'avoir un acte de nature sexuelle, d'obtenir un acte de nature sexuelle. Donc ça peut on peut voir ce type de comportement, par exemple, au travail ou dans des établissements, quels qu'ils soient, dès lors qu'il y a un rapport de pouvoir. Là aussi, je me permets de faire le parallèle avec la notion de maltraitance. Ce qui est vraiment dit clairement, c'est qu'il y a une différence de statut. C'est pas dit comme ça dans le texte, mais les 2 personnes ne sont pas sur un pied d'égalité au niveau de la relation. Exactement. Soigné, éducateur. Exactement. Comment ? Un déséquilibre.
Oui, tout à fait, c'est ça. Quelque chose d'asymétrique. Ouais, la symétrie peut favoriser ce type de comportement, effectivement. Et, Ok. Oui, c'est pas une condition. C'est-à-dire C'est que pas la une- symétrie ouais. peut le Oui. favoriser, mais il peut y avoir Exactement. un harcèlement de la part d'un collègue de travail. Exactement, surtout sur la première forme, justement, parce que la pression grave, c'est plus compliqué pour un collègue de travail, ça serait possible. Hein. Voilà, on va souvent la voir. La forme de pression grave, elle va être plus utilisée, plus facilement utilisée quand il y a un rapport inégalitaire entre deux personnes. D'accord. Là, c'était le harcèlement sexuel. Exactement. Et ensuite, alors là, je vous ai mis j'ai mis quelques infractions qui montrent qu'il y a une volonté de protéger les mineurs, hein, même si elle est assez récente, mais elle a le mérite d'exister. Et donc, ça vise tout ce qu'on appelle au sens large cyberviolence. Alors, cyberviolence, c'est pas un mot qui figure dans le code pénal, mais voilà, il y a incrimination désormais des propositions sexuelles qui sont faites par un majeur à un mineur de 15 ans. Toujours Ou moins. Quand je dis mineur de 15 ans, c'est en dessous. jusqu'à 15 ans, voilà. Oui. Par un moyen de communication électronique et également les incitations sexuelles. Enfin, il suffit une incitation sexuelle faite par un majeur à un mineur par un moyen de communication électronique. C'est-à-dire, là, ça va être le majeur qui va inciter le mineur à commettre un acte de nature sexuelle sur lui-même ou avec autrui ou sur autrui par le moyen des réseaux sociaux, utilisés Internet. Or, donc ça, c'est un petit peu. Donc ça, c'est voilà, il y a d'autres formes de violence sexuelle. J'ai pas tout mis parce que on n'aurait pas fini, mais il y a aussi, faut penser aussi que est incriminé le voyeurisme et l'exhibition sexuelle aussi, et puis de formes d'infractions sur les mineurs. J'embraye sur les signalements. Donc, comment on peut avoir, quand il y a des infractions comme ça qui sont constituées, pour qu'il y ait une réponse pénale, il faut que les autorités soient au courant de ce qui se passe. Donc, première forme de façon que les autorités soient au courant, ça va être la plainte, évidemment. Mais il y a des personnes, justement, du fait de leur fragilité, qui ne porteront pas plainte. Et les tiers peuvent être obligés, parfois, de signaler ces violences quand ils sont au courant. Et il y a un article du Code pénal, qui est l'article 434-3 du Code pénal, qui indique que quiconque qui a connaissance de privation, de mauvais traitement, d'agression ou d'atteinte sexuelle infligée à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison, et là on revient sur la vulnérabilité, en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, donc si on n'informe pas les autorités judiciaires ou administratives, ou qu'on continue de ne pas les en informer, c'est un délit. C'est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Donc clairement, c'est une obligation de signalement. Pour les mineurs. Pour les mineurs et les personnes vulnérables. Les deux. Donc, dès lors, personne est accompagnée en ESMS, on considère qu'elle rentre dans cette catégorie, donc il n'y a pas trop de questions à se poser. Ok. Alors, ce texte, il dispense les personnes qui sont soumises au secret professionnel. Mais juste après, il y a un article donc, du Code pénal, qui est l'article 226-14, qui prévoit une dérogation au secret professionnel lorsque les privations ou les sévices, y compris s'il s'agit d'atteinte ou de mutilation sexuelle, donc d'atteinte sexuelle aussi, sont infligés toujours pareil à un mineur ou à une personne vulnérable qui ne peut pas se protéger. Donc le secret professionnel peut être levé. Exactement. Et toi-même. Alors, cet article 226-14, en fait, c'est pas clairement une obligation. Il prévoit qu'on peut déroger au secret professionnel. Mais voilà, c'est le moyen de protéger, en fait. Il faut le voir comme un moyen de protéger ces personnes qui ont une vulnérabilité, soit due à l'âge, soit aux autres facteurs qu'on a vus. Et puis, il y a d'autres textes qui prévoient des signalements. Il y a l'article 40 du Code de procédure pénale qui indique que tout fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en aviser le procureur de la République. Donc ça, voilà. Par ailleurs, là, je ne vais pas m'étendre, mais sur les établissements et services
lieu de vie et d'accueil, donc dans le champ du social et médico-social, ça c'est le Code de l'action sociale et des familles qui le prévoit, doivent informer sans délai les autorités administratives compétentes. Donc là, c'est une obligation d'information de tout dysfonctionnement grave et de tout événement qui a pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge. Ça, c'est large. Hein. C'est ce que je mentionnais brièvement au tout début, c'est-à-dire que c'est considéré, ce type de dysfonctionnement, au sens large, est appelé événement indésirable, du coup grave au sens de Code de l'action sociale et des familles, et non pas Code de la santé publique, une petite parenthèse. Et donc à ce moment-là, c'est un signalement au point focal régional de l'ARS, absolument. Et dans le cas des EHPAD, l'information est communiquée au conseil départemental, qui est la deuxième autorité. Ouais. Donc, vaut mieux trop signaler que pas assez. Et effectivement, nous, on se permet de faire le tri et le cas échéant de faire des articles 40 en tant que qualité de fonctionnaire du parquet. Ah, vous pouvez faire relais si, oui. D'accord, si le SMS ne faisait pas. Parce que c'est porté à mes connaissances en tant que fonctionnaire, donc on se réfère à l'article 40, en l'occurrence, qu'on doit, dans l'exercice de nos fonctions, si on l'estime. Là aussi, il vaut mieux trop faire l'article 40, qui le parquet ne le reprochera pas, le cas échéant, que de ne pas le signaler. Donc, ça nous arrive régulièrement de faire des signalements au parquet sur l'article 40. C'est suivi ou pas des faits après, ça c'est le domaine de la justice en l'occurrence, mais en tant que point focal régional permet de faire ce tri-là aussi, des choses qui nous sont remontées. Mais encore faut-il des fois que ça nous soit remonté. C'est ça. Voilà, c'est pour l'intérêt de signaler pour les SMS et de la responsabilité à tous les échelons. Ouais. Signaler, c'est une façon de protéger. Oui. Ouais. Et que se mettent en place un certain nombre aussi de protections subsidiaires, je vais dire. D'accord. Matérielles ou physiques très concrètes, ou plutôt d'ordre juridique. D'accord. Okay. Au-delà des obligations du signalement en lui-même, il y a aussi les obligations en fait d'agir. Hein. Le code pénal il réprime les atteintes au devoir de secours et d'assistance. Donc là, c'est quand la personne concernée en l'occurrence par les violences sexuelles, elle est face à un péril qui est sur le point de se réaliser. On dit qui est en train de se réaliser. On parle de péril imminent et que donc ça oblige face à un péril imminent soit à porter secours. Donc, il y a la répression de l'omission de porter secours. Et là, le texte vise quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter par son action personnelle ou en provoquant un secours. Et c'est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Voilà, ça c'est important. Et puis, il y a aussi l'omission d'empêcher une infraction. Et ça vise... l'obligation d'agir face à le texte vise. Je suis désolée, vous n'avez pas la fin de la. Je l'ai mal faire mieux. Non, mais c'est moi qui ai du mal la cadrer. La cadrer. Et le texte vise les crimes et délits contre l'intégrité corporelle. Donc voilà, ça vise les violences sexuelles. Donc là, c'est dès lors que on est au courant et qu'il y a un péril imminent. Donc c'est quand même différent de ce qu'on a vu tout à l'heure où il suffit d'avoir connaissance. Tout à l'heure, avec les signalements. Là, on est sur place, on voit quelque chose qui va se passer, on agit. Ou qui est sur le point de se passer, on sait que ça va arriver. Puis à la limite, ce serait cette diapo-là avant le signalement. Enfin, oui, d'accord. Okay. Mais il y a plus souvent des situations où on a connaissance. Oui. Et on se dit, oui, mais qu'est-ce que, voilà. Et cette connaissance, elle nous impose quand même certains comportements pour protéger. D'accord. Et ça, c'est du concret. Oui, voilà. Alors là, il y a des numéros utiles. Il y a notamment une plateforme numérique d'accompagnement des victimes de violences conjugales, sexistes et sexuelles qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous forme donc, de chat avec un policier ou gendarme spécialement formé à ces questions. Et ça s'adresse non seulement aux victimes, mais également aux proches ou aux professionnels. Voilà, c'est important. Et puis aussi le barreau de Bordeaux qui a mis en place un dispositif qui s'appelle Aide Victime Avocat, dispositif AVA, accessible aussi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pour les victimes. Ça permet d'avoir un avocat en ligne et qui, s'il y a besoin, il pourra entamer très rapidement des procédures. C'est très, très concret et
Je pense aux établissements qui me demandent parfois qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on est obligé d'afficher. Alors là, il n'est pas question d'obligation, néanmoins, c'est quand même un petit public de l'autodétermination, c'est qu'on rappelle les droits, on forme les personnes qu'on accueille aux droits qu'elles ont, mais aussi aux voies de recours si ça ne se passait pas comme on souhaite. D'accord, donc ça fait quand même quelques numéros très concrets. Et après, en cas de doute, il y a possibilité aussi d'appeler le CIDFF. Il y a des juristes qui peuvent, voilà, il est possible d'appeler dans l'anonymat, en préservant l'anonymat des personnes, mais de poser des questions sur des situations sur lesquelles on s'interroge et qu'on ne sait pas vraiment comment agir. Et là, vous aussi, vous pouvez recevoir des appels de professionnels. Oui. C'est les victimes elles-mêmes. Les victimes ou les professionnels ou les proches. D'accord. Ok. C'est assez large. Merci beaucoup. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage clair, net et précis. Et puis en plus qu'elle mérite d'arriver pile poil dans l'actualité. La nouvelle définition du viol. On ne l'avait pas vu venir, mais ok. Et je passe la parole donc à Monsieur Dufort de l'Agence régionale de santé, qui est lui aussi juriste, je ne me trompe pas. Merci. Alors oui, donc j'étais jusqu'à peu encore chargé de mission sur la politique santé-justice. J'ai pris d'autres fonctions, mais je m'en suis occupé, donc c'est pour ça que naturellement je me suis permis d'assurer la prestation, si je peux dire, de présenter. Notamment, et je vais essayer d'être le plus clair et le plus concis sur effectivement l'offre, en tout cas, qui est permise dans les territoires de la victimologie et de la médecine légale et l'offre hyper spécialisée. Et puis, on parlera de la prévention, en l'occurrence, pour le coup, sur le secteur médico-social qui est rendu possible puisqu'on a un programme régional de prévention des violences sexuelles qui concerne tout le monde, dont le secteur du handicap, qui était une focale bien ciblée dans notre PRS, projet régional de santé. Sur la gradation de l'offre en victimologie, c'est pas forcément connu de tous, et j'ai envie de dire bien heureusement, puisqu'on n'y va pas de son plein gré malheureusement, c'est la médecine légale, donc les unités médico-judiciaires UMJ ou UMJ de proximité, je détaillerai un peu plus tard, et puis l'offre de spécialisés, donc là aussi je présenterai l'offre spécialisée qui sont les plus ciblées sur les catégories de population, donc les enfants pour les UAPED, donc les unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger, et les maisons des femmes de santé, donc concernant les violences faites aux femmes, donc ça concerne aussi les femmes en situation de handicap. L'offre hyper spécialisée de prise en soin des victimes de violences, et effectivement comment on continue le parcours de soins après le dépôt de plainte, notamment le cas échéant, le parcours judiciaire, via les centres régionaux du psychotraumatisme. Nous avons la chance d'en avoir 2 en Nouvelle-Aquitaine, je le présenterai, et puis les consultations de psychotraumatisme, qui est quand même une spécialité aussi particulière de la psychiatrie, sur la prise en charge du psychotrauma de l'enfant et de l'adolescent et de l'adulte dans nos territoires. Sur l'offre, en l'occurrence généraliste, donc sur la médecine légale, c'est une spécialité médicale, je le dis assez rapidement, dont les actes sont financés par le ministère de la Justice, qui n'est pas forcément connu, ça ne dépend pas de l'agence régionale et du ministère de la Santé, c'est le ministère de la Justice qui autorise les unités médico-judiciaires sur le territoire, qui dit où on peut en mettre, on crée des UMJ de proximité, c'est-à-dire c'est un niveau inférieur, ou en l'occurrence, on a des annexes aussi, donc c'est en fonction de la taille démographique des capacitaires du tribunal judiciaire. Donc, ça ne dépend pas de nous, on se calque sur ce que dit la justice, et donc quand l'activité médico-judiciaire est financée par le ministère de la Justice, nous, l'agence, nous finançons qu'un temps de psychologue au sein des UMJ au titre de l'accompagnement des victimes pour aller après dans son parcours judiciaire et son parcours de victime, de reconstruction par la suite. Donc ça, il faut le savoir. L'exercice de la médecine légale s'exerce donc au sein des instituts médico-légaux. Alors, c'est bien plus particulier. Les instituts médico-légaux, nous en avons que 3. Les 3, c'est CHU, Bordeaux, Limoges et Poitiers, qui exercent, je le présenterai juste après, la thanatologie. Et sinon, dans tous les territoires, vous avez soit des UMJ, donc unités médico-judiciaires, ou des UMJ de proximité, donc dans les territoires plutôt ruraux. Donc UMJ, vous en avez sur les 3 ex-chefs de région, à Bordeaux, Limoges et Poitiers, et Pau, pour le coup, là aussi, parce qu'on appelle la Pau, donc ça est en lien avec la carte judiciaire. Et puis, les UMJP, vous en avez dans tous les territoires en exercice, que ce soit à Jam, en Marsan, dans tous les autres départements. Et puis, il peut y avoir en plus des antennes, des annexes du MJP, comme que ce soit à Arcachon ou à Dax, par exemple. Donc,
nous avons une UMJP à Mont-de-Marsan et une annexe du UMJP à Dax. Donc, voilà, une offre en fonction de la taille du territoire. Tout ça est déterminant par rapport aussi aux capacités des hôpitaux d'avoir des médecins légistes, puisque c'est une spécialité, et des médecins aussi urgentistes qui se forment à la médecine légale, puisque nous n'avons pas assez de médecins légistes de formation. Donc voilà, donc c'est aussi quelque chose qui s'est déployé avec le temps, de former des médecins qui n'étaient pas légistes prime abord, de se former à la médecine légale pour pouvoir justement prodiguer dans les territoires les actes médico-légaux. En l'occurrence, c'est le moment de constater, en fait. Oui, alors on constate effectivement que vous avez deux types d'activités. L'activité médico-légale du vivant, c'est là où on constitue justement les actes médico-légaux qui vont servir à judiciariser. Alors, on parle souvent des ITT, les interruptions temporaires de travail, ce qui va permettre aussi de pouvoir éventuellement à la justice de juger de l'affaire et notamment de pouvoir évaluer j'ai envie de dire, les dédommagements possibles. Donc voilà, donc ça c'est important et seul un médecin légiste ou en l'occurrence un médecin formé à la médecine légale peut prescrire ces ITT. Donc ça c'est une importance dans le parcours judiciaire de la personne, qu'elle soit en situation de handicap ou pas. En l'occurrence c'est pour tous les droits communs. Et donc c'est pour ça que via les instituts médico-légaux, les UMJ et UMJP, c'est les seuls qui sont en capacité de pouvoir prescrire en tout cas les ITT. Et qui vont pouvoir judiciariser, du moins, en tout cas, aller vers l'indemnisation si ça va jusqu'au bout du parcours judiciaire. Donc, ça sera une importance. Et donc, ça permet de constater les lésions, les traumatismes, les examens des personnes qui sont aussi gardées à vue le cas échéant et devant l'estimation de l'âge biologique. Donc, ça, c'est une activité aussi que réalisent les UMJ. Donc, ça n'est pas dans notre domaine, mais en tout cas, c'est une activité qui est faite au sein des UMJ. Et la thanatologie, donc là, c'est bien particulier. J'ai envie de dire malheureusement, c'est les autopsies, les examens externes avant d'examiner les lésions traumatiques et les levées de corps. Et donc là, c'est dans les seuls IML, Instituts médico-légaux, les 3 CHU plus O qui peuvent le réaliser sur la région, sur réquisition judiciaire. Donc là aussi. Pour poursuivre, l'exercice de la médecine légale, c'est une mission de service public, auxiliaire de la mission de service public de la justice. Donc, c'est vraiment très codifié dans le Code de santé publique, notamment. Effectivement, c'est seuls les établissements publics qui sont autorisés, qui peuvent l'exercer en tant que tel. Pas d'établissements privés où il y a des médecins légistes qui peuvent faire des constatations et qui sont judiciarisés par la suite. Il y a une coexistence de ces missions avec l'aspect universitaire enseignement recherche, parce que c'est une vraie discipline médico-légale, en l'occurrence. C'est une discipline médicale qui se trouve naturellement sa place au sein des services publics hospitaliers, comme je disais, seuls les établissements publics sur lesquels on s'appuie. Elles ont la vocation d'accueillir pour soigner les victimes, toutes les victimes de violence, quel que soit leur âge, mineur, majeur, en situation de handicap ou pas. Donc là, c'est vraiment, si je puis dire, le tout venant en tant que tel. Donc, c'est la porte d'entrée de la victimologie. L'objectif, c'est de pouvoir trouver des compétences nécessaires en matière de constatation médico-légale qui va être nécessaire dans le parcours judiciaire ou pas de la personne, dans le but de sa reconstruction et aussi de la reconnaissance d'état de victime au point de vue judiciaire et pénal, le cas échéant. Donc, pour que tout le monde comprenne, dans tous vos territoires, lorsqu'il peut y avoir des suspicions ou viol avéré ou agression, le patient en situation de handicap, il faut l'amener vers les unités médico-judiciaires de votre ressort, donc de votre établissement le plus proche, en l'occurrence, que ce soit une UMJ, une UMJP en l'occurrence, ou une annexe, pour pouvoir venir être évalué, non par un médecin, mais aussi un temps de psychologue, justement, pour déjà décanter la situation, pour pouvoir poser une analyse, une évaluation psychologique de la personne, et puis constater médico-légalement par un médecin légiste, donc les actes, s'il y a des lésions en l'occurrence, il faut pouvoir le constater matériellement, ce qui a tout un intérêt après, puisque effectivement, on sait que c'est primordial de pouvoir le constater le plus rapidement possible dans le dossier judiciaire après, pour pouvoir le porter auprès de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire les parquets, et après qui instruisent ou qui n'instruisent pas, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'effets matériels, en l'occurrence caractériser l'acte incriminé. Donc, tout ça pour dire, tout ça pour dire que la porte d'entrée, c'est les UMJP de manière générale. C'est important ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir au préalable déposé plainte, on peut aller directement dans… Oui, il y a la suspicion, effectivement. En ce moment-là, donc il y a deux actions, soit les UMJ et UMJP sont saisis judiciairement sur réquisition du parquet, en l'occurrence. Donc il y a déjà eu un dépôt de plainte et à ce moment-là, la personne va se faire constater ses lésions, le cas échéant, et porter après l'affaire, va continuer son circuit judiciaire. Ou aller, en l'occurrence, c'est souvent l'entrée, c'est les urgences, et qui après oriente vers l'UMJ pour pouvoir les constatations. Et après, le médecin légiste porte l'affaire auprès.
prévalente, et en l'occurrence auprès du parquet qui après saisit ou pas l'affaire en fonction de la caractérisation du fait, suffisamment matérialisée ou pas. Voilà, donc il y a les deux portes d'entrée, judiciaire, sur réquisition judiciaire ou, si je puis dire, entrée libre en l'occurrence, mais effectivement avec constatation qui nécessairement pas, avec un accompagnement, on ne vous laissera jamais sortir sans avoir une possibilité d'avoir une consultation psychotrauma le cas échéant derrière, ou en l'occurrence des consultations avec des associations, en l'occurrence d'aide aux victimes par la suite. Donc, puisque toutes les UMJP conventionnent avec les associations d'aide aux victimes dans leur territoire aussi. Donc, ça aussi, c'est un appui essentiel dans le parcours judiciaire, l'accompagnement psychologique des victimes, voilà, au-delà de l'aspect purement médical. Juste pour passer assez rapidement sur la slide suivante, s'il vous plaît. Je passe assez rapidement sur l'organisation de la médecine légale sur votre territoire. Donc, je le disais, ça a été mis en place en 2010 avec la réforme de l'organisation de la médecine légale qui a été révisée en 2012 pour simplifier justement l'activité sur 3 niveaux. Donc, au niveau régional, dans le ressort de chaque cour d'appel, nous avons 5 cours d'appel sur la Nouvelle-Aquitaine. On trouve un centre pilot où il y a une UMJP et un IML qui s'est couplé. Hein. Donc, voilà, la thanatologie et donc, ce que je disais pour Bordeaux, Limoges et Poitiers qui exercent l'activité. Puis après, au niveau départemental, vous avez les centres hospitaliers qui ont des UMJP de proximité qui prennent en charge donc les victimes en vie. Là, pour le coup, il n'y a pas de thanatologie. Et puis, au niveau local, on peut avoir l'appui, là où il n'y a pas d'UMJP, des médecins libéraux qui sont formés à la médecine légale et qui peuvent être réquisitionnés par les parquetiers, par les procureurs pour effectuer certains actes de médecine légale, le cas échéant, dans le cadre de différentes affaires. Pour poursuivre, vous avez la cartographie, alors elle est peut-être plus visible quand vous avez le diaporama, je m'en excuse, pour vous dire tout simplement qu'il y a des UMJ et UMJP et annexes UMJP dans tous les territoires, là où il y a des tribunaux de ressort en termes de moyenne et grande importance, donc avec du temps de médecins légistes et de psychologues le cas échéant, et avec des vacations possibles aussi de sage-femme pour les constatations gynécologiques aussi. Donc voilà, ça a son importance, c'est que c'est une activité qui couvre tous les ressorts des cours d'appel. Et donc, effectivement, on peut avoir parfois des difficultés de temps de médecin légiste, néanmoins, voilà, c'est quelque chose qui renaît, si je puis dire, dans la spécialité, puisqu'il y a aussi une envie de former de plus en plus de médecins urgentistes à la médecine légale. Donc, c'est un mouvement de fond depuis une dizaine d'années. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt bénéfique, puisqu'il y a très peu de sortants de la discipline médecine légale au niveau français, hein, au niveau national. Donc, c'est une discipline qui tend à s'éteindre, donc on trouve une autre issue de se former les médecins dits généralistes ou urgentistes qui se forment à la médecine légale et qui sont volontaires pour s'y former. Donc, effectivement. Et j'allais dire, qui méritent d'avoir un contact naturel par leur première fonction, oui, et de ne pas dissocier complètement les lésions d'un patient. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi cette vision-là en tant que médecin, se focaliser sur la lésion ou ce qui s'est passé juste là, mais cette approche peut-être un peu plus globale, y compris sur le vivant. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Il va y avoir que des corps. Tout à fait. Sur l'offre spécialisée, donc à partir de l'offre des UMJ, s'est développé donc le plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022, et donc c'est la structuration d'une offre dédiée en faveur de l'enfance en danger, ce qu'on appelle graduée et coordonnée pour améliorer le repérage, l'évaluation et les parcours de santé globale des mineurs victimes de violences. Donc, au vu de tous les effets médiatiques qu'on a pu connaître, la Ciivise notamment, et qui a beaucoup impulsé le sujet des violences faites aux enfants, il y a eu un plan national et notamment des actions qui ont été mises en œuvre sur le déploiement des UAPED. Donc, c'est un nouvel acronyme que tout le monde devra connaître par la suite, des unités d'accueil pédiatrique de l'enfance en danger. L'objectif, c'était une UAPED par département au niveau national, donc ça a été constaté avec le ministère de la Justice, puis par la suite une UAPED depuis 2024, c'est une UAPED par tribunal judiciaire de moyenne et grande importance, donc c'est un peu plus que un par département selon les territoires. Je pense par exemple à la Charente-Maritime, ou bien sûr la Gironde avec les Bournes, nous avons une UAPED, et puis le CHU. Voilà, donc certains territoires, nous pourrons avoir 2 UAPED en fonction de la taille des tribunaux judiciaires. Il y a aussi donc, la création des nouveaux centres régionaux de la prise en charge du psychotraumatisme. Donc, ça a été initié dès 2020 et puis ça s'est prolongé par la suite. Là où des régions n'en avaient pas, nous avons la chance d'en avoir 2.
au centre hospitalier Charles Perras pour le sud de Nouvelle-Aquitaine, donc l'ex-Aquitaine, pour parler clairement, et puis un centre régional Nord Nouvelle-Aquitaine, à Henri-Laborie à Poitiers, qui couvre tout l'ex-Limousin et l'ex-Poitou-Charentes. Et puis garantir à chaque enfant victime une évaluation de ses besoins et de l'accès à un parcours de soins gradué. Donc ça veut dire que ça ne s'arrête pas seulement à l'évaluation en UAPEP, mais c'est justement de prendre le relais avec les centres régionaux de psychotraumatisme, d'avoir des consultations localisées, donc pas d'aller forcément à Bordeaux et à Poitiers pour pouvoir avoir un suivi au long cours, si je puis dire, dans le cadre du parcours du psychotrauma pour les victimes mineures ou majeures, et donc en situation de handicap ou pas. C'est ouvert à tous, là, c'est vraiment le droit commun et c'est accessible à toute personne en fonction même du type de handicap. Et nous avons de plus en plus au Centre régional de psychotraumatisme des prises en charge de personnes effectivement en situation de handicap. Plus de femmes que d'hommes par ailleurs, hein, mais ça c'est de manière générale une technologie qui concerne plus les femmes que les hommes. Le psychotraumatisme peut être de nature différente. Vous n'avez pas forcément des personnes qui ont été agressées sexuellement. Ça peut être un je pense à une agression à la tire dans la rue, etc. Un accident de la route, ça va de l'attentat et sur la route, violence sexuelle, violence conjugale, violence scolaire, effectivement, tout trauma. Voilà, c'est le harcèlement, il y a les centres, j'y reviendrai par la suite, mais les centres régionaux de psychotraumatisme sont spécialisés, c'est ce qu'on appelle le niveau 2, sur la prise en charge du stress post-traumatique complexe. Le stress post-traumatique simple, si je puis dire, même si ça porte mal son nom, ça reste quand même quelque chose d'assez majeur, peut être traité dans les consultations locales, dans chaque territoire. Vous allez former à différentes techniques, j'y reviendrai ensuite. Donc effectivement, et ça concerne tout type de violence. D'accord. Je passe pas brièvement, mais il y a une instruction déjà OSCA structurée, donc le parcours de soins des enfants victimes de violences, en l'occurrence, et donc avec l'objectif d'un meilleur repérage des violences et une prise en charge précoce des enfants victimes, avec une mobilisation forte des professionnels de santé. Donc en l'occurrence, il est demandé aux agences régionales de mettre une focale sur la victimologie. Donc nous avons clairement identifié la victimologie. Et donc, dans un volet santé-justice du PRS, ça n'existait pas auparavant, donc c'est vraiment aussi mettre en exergue de ce qui manque dans les territoires et donc de se donner comme objectif à 5 ans de comment on améliore, comment nous formons aussi les professionnels du premier recours. Donc là, c'est les professionnels libéraux, que ce soit médecins traitants, en l'occurrence, psychiatres libéraux, et ça va jusqu'aussi aux psychologues qui ne sont pas des professionnels de santé au sens du code de santé publique, donc on va les comprendre dans le premier recours, et la structuration territoriale des offres de soins spécialisées qui doit être lisible, accessible pour les mineurs en tant que tels. Et donc, c'est les fameuses consultations psychotrauma que nous avons déployées dans tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. C'est une volonté de l'agence, dont des moyens ont été mis en place dès fin 2019, début 2020, pour structurer une consultation psychotrauma dans chaque territoire pour pouvoir répondre justement sur ces cas particuliers de violence aux enfants, donc tout type de violence, dont les violences sexuelles. Je le dis au passage, puisque hier j'étais à l'UAPEL du CHU de Bordeaux, j'accompagnais les auditeurs de justice qui sont en stage chez nous, donc c'était les magistrats stagiaires. Donc 50% à peu près des enfants qui arrivent en UAPEL, ce sont des violences sexuelles. Voilà. Donc en termes de flux, pour bien se rendre compte, voilà, c'est la première cause, si je puis dire. On voit plus les violences éducatives, les violences intrafamiliales ou autres, mais c'est les violences sexuelles. Voilà. Donc, et donc, pour poursuivre, reconnaître le rôle pivot des services d'urgence et de pédiatrie, je passe assez rapidement. Là aussi, c'était une reconnaissance au sein d'avoir des référents dans les services d'urgence et pédiatrie sur les maltraitances, et notamment chez l'enfant. Le déploiement donc, des UAPED, donc nouvel acronyme, donc elles sont pour objet d'offrir dans un lieu unique et adapté, avec du personnel formé, un accueil du mineur victime, la possibilité de soins et de protection adaptés, j'y reviendrai, une prise en charge globale médico-psychologique, médico-légale et judiciaire, c'est important puisque dans ce seul lieu, vous avez donc une équipe médicale et paramédicale, mais vous avez aussi les officiers de police judiciaire qui interviennent, puisque nous avons une salle d'audition au sein même de l'UAPEL, donc c'est une salle d'audition avec une vitre teintée, et un OPJ de l'autre côté de la vitre teintée, le professionnel de santé étant avec l'enfant pour le faire parler, donc toujours des techniques en l'occurrence, pour décontenir les propos, pour pouvoir, c'est pareil, les enfants, ça va de 3 ans jusqu'à à peu près 18 ans,
des enfants en situation de handicap aussi, bien sûr, et donc dépôt de plainte qui peut être fait automatiquement à ce moment-là avec transmission directement au parquet. Donc l'enfant n'a pas besoin d'aller à la gendarmerie exposer les faits qui sont déjà traumatisants, puis une deuxième fois lors des analyses médico-légales à l'hôpital au sein de l'UAPED, c'est au sein de l'UAPED que tout peut se faire. Donc c'est déjà moins traumatisant pour la victime, bien sûr, Nina. Et à ce moment-là, sur le même lieu, donc il peut être pris le dépôt, les auditions sont enregistrées, c'est tapé par le PJ et transmis directement au parquet pour le traitement judiciaire. Donc ça, c'est une grande nouveauté de mêler le judiciaire et le médico-légal et le médico-psychologique dans un seul lieu unique dans l'intérêt de l'enfant. Et ça date de 2020. 2020, et c'est mis en place concrètement après Covid, donc on va dire 2022, réellement, les premiers UAPED ont fonctionné. Voilà. C'est en Nouvelle-Aquitaine, nous en avons dans tous les départements, sauf en Angoulême, mais c'est le projet 2026. Voilà, on couvre tous les départements. Et dès qu'on peut, on abonde financièrement aussi pour mieux structurer et avoir une ouverture 5 jours sur 7 sur des UAPED, voilà, puisqu'il y a un flux continu d'enfants qui sont intéressés, avec un phénomène qu'on connaît depuis MeToo, etc. Néanmoins, voilà, ça révèle aussi tout ce qu'on fait sous-jacent. Et notamment, de plus en plus, il faut remonter les UAPED des personnes en situation de handicap, des enfants. Voilà, effectivement, avec des agressions. Alors, on a le cas de l'inceste, mais aussi les agressions entre pairs, entre enfants, entre mineurs face à un mineur. Donc là, avec notamment en situation ASE, public ASE, aide sociale à l'enfance, pardon, et dans le champ du handicap. Voilà. Donc, ces unités d'accueil sont là pour en SELE, faire les actes médico-légaux, un minimum de suivi psychologique, donc c'est un accompagnement sur l'instant T, et puis sur l'aspect judiciaire avec un OPJ qui est en lien directement avec le parquet pour pouvoir traiter la plainte. PJ, c'est au fait. De police judiciaire, pardon. Voilà. Je me doutais un peu, mais excusez-moi. Pas de souci. Je passe assez rapidement sur les 2 autres slides, vous pourrez avoir le temps de les regarder parce qu'elles ne sont pas très visibles comme ça, mais en tout cas, voilà, c'est le parcours justement de soins, en l'occurrence en UAPED, avec la voie médicale, c'est-à-dire qui peut envoyer un enfant en UAPED. Il y a les réquisitions judiciaires, là aussi, un enfant a déposé plainte, ou en l'occurrence, le parquet sanctionné à l'article 40 demande à ce que l'UAPED reçoive le plus jeune patient, mineur en l'occurrence, avec donc les constatations des actes médico-légaux, l'accompagnement médico-judiciaire, l'audition qui est faite, ce que j'ai expliqué à l'instant. Et puis sinon, par la voie médicale, le médecin traitant, beaucoup de médecins traitants, ça peut être aussi la médecine scolaire qui, à l'UAPED. La deuxième schéma, c'est pour vous dire le parcours, c'est pas complexe, mais il y a beaucoup d'acteurs autour de l'enfant mineur victime en tant que tel, donc, que ce soit la CRIP, donc c'est le régional d'information préoccupante, que ce soit le tribunal judiciaire ou les forces de sécurité intérieure, et puis bien évidemment le médecin traitant, les professionnels de santé de l'enfance et de l'adolescence, donc les ESMS en tant que tels, et de comment ils se coordonnent et comment ils peuvent communiquer avec les UAPED, qu'est-ce qui est transmis aussi à l'UAPED, ce dont l'UAPED a besoin pour l'évaluation, connaître le contexte de l'enfant, et puis pareil, ce que l'UAPED est en capacité de dire, tout ceci avec le secret médical et le secret partagé. Voilà, donc professionnel partagé, pardon. Donc voilà, il y a des échanges qui ont lieu dans le cadre du suivi de ces enfants-là. Et puis les autres acteurs de la prise en charge qui peuvent être psychologiques, si l'enfant est suivi au CLP ou dans un autre CMPP, par exemple, en l'occurrence, il y a des liens qui sont faits, le cas échéant, et puis le médecin référent de la protection de l'enfance s'il y a une mesure d'aide sociale à l'enfance. Pour le secteur adulte, là, pour le coup, c'est les maisons des femmes santé, qui est une offre spécialisée pour les femmes victimes, toutes les femmes victimes de violences et tout type de violences faites aux femmes. Et donc, ça concerne aussi les femmes en situation de handicap. C'est issu du plan ministériel de l'égalité des femmes et des hommes 2023-2027. Qui en l'occurrence est venu proroger ce qu'avait avant, on appelait ça le dispositif violence faite aux femmes, c'est transformé en maison des femmes santé, peu importe le nom, en l'occurrence, l'objectif c'est d'en avoir une par département, avec la possibilité d'un dépôt de plainte sur place, un peu comme le type de l'UAPED, en l'occurrence, qui n'était pas forcément facile et aisé, même si le dépôt de plainte en site hospitalier est permis et possible. Encore faut-il avoir les officiers de police judiciaire, les gendarmeries ou police qui puissent se déplacer au sein même des urgences pour déposer plainte. C'est pas forcément le cas partout. C'est toujours
compliqué au vu des effectifs de la police et de la gendarmerie, mais ça se fait. Là, l'objectif d'avoir une maison des femmes, c'est que c'est la règle, c'est qu'on puisse faire le dépôt de plainte au sein même dès que la victime se présente à la maison des femmes. Ouais. Pas pour éviter effectivement qu'il n'y ait pas de suite judiciaire, qu'on perde de vue la personne avec les risques que ça engendre. Je le dis, donc ça prend d'autant plus son essor avec tout ce que nous connaissons au niveau national et médiatique, et effectivement, les personnes en situation de handicap n'en sont nullement exclues, puisque donc, l'objectif des maisons des femmes santé, c'est qu'elles répondent aux principes généraux suivants, c'est-à-dire à une vocation sanitaire portée par un établissement de santé, tout en proposant aux femmes un accompagnement social, médico-social et judiciaire adapté, puisque voilà, il y a un lien direct avec un officier de police judiciaire pour le dépôt de plainte, et puis le lien avec le parquet pour la transmission de la plainte. Capacité à fédérer une université partenaire, là aussi, ne travaille pas seul, ces maisons des femmes, elles travaillent avec les associations, bien sûr, d'organiser l'orientation des femmes pour leur assurer l'accès à la diversité des prestations dont elles ont besoin, notamment l'aide aux victimes, toutes les associations qui sont lancées, notamment par le ministère de la Justice, pour l'accompagnement dans le parcours judiciaire des victimes, notamment, et le cas échéant, si les barreaux sont partie prenante de ces maisons des femmes. Et puis l'objectif, c'est couverture territoriale des besoins des femmes au-delà de la seule zone d'attractivité naturelle de l'établissement de santé porteur du projet, c'est-à-dire tous les établissements de santé n'ont pas la capacité de monter une maison des femmes, donc ceux qui ont un rayonnement de leur secteur va aller au-delà. Voilà, un établissement dans le 47, par exemple, Agen, va rayonner sur tout le département, puisque, par exemple, l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot n'est pas en capacité de monter une maison des femmes, voilà, puisqu'il faut du temps de servigistes aussi qui interviennent, pas partout. Donc voilà, le rayonnement est beaucoup plus vaste pour pouvoir répondre aux besoins. Et donc, l'objectif, c'est une complémentarité de l'offre existante des UMJ, notamment en contribuant à organiser une réponse hospitalière graduée et spécialisée sur les femmes victimes de violences. Sur le renforcement des missions qui est attendu sur 5 axes. Donc ça, c'est le dernier plan, en l'occurrence, des maisons des femmes. La formation, donc elles sont là aussi pour former tous les acteurs, je le dis, même les acteurs du secteur médico-social. Elles peuvent venir dans les établissements médico-sociaux, former les travailleurs sociaux sur qu'est-ce que sont les violences faites aux femmes, comment justement les identifier, comment on les prend en charge, quel est le parcours post-dépôt de plainte. C'est important, ça ne s'arrête pas juste au moment de la constatation des faits, mais aussi l'accessibilité pour les femmes en situation de handicap. Donc ça, c'est un accent fort qui a été mis par le ministère justement sur ces maisons des femmes. Ça a été déjà fait, puisque voilà, ils ne refusaient pas les patientes, hein, donc c'était pas prévu initialement, et ça a été inscrit clairement dans le cahier des charges des maisons des femmes. Voilà, je passe sur le reste en tant que tel, mais il y avait aussi l'accès aux soins bucco-dentaires qui est clairement dit, ça peut faire sourire, mais en fait, en l'occurrence, le premier constatation d'actes de lésion, en l'occurrence sur les violences faites aux femmes, c'est au niveau dentaire. Les coups sont portés à la bouche, ça ne se voit pas forcément une fois qu'on a le bleu, mais il y a des lésions en l'occurrence musculaires, et qui restent, et c'est une constatation médico-légale qui peut être prouvée qu'un coup a été porté alors qu'il n'y a plus le bleu, et donc ça peut être porté en l'occurrence à la justice, et ça c'est souvent, nous c'était une demande des chirurgiens dentistes qui le constatent et qui le voient chez les patientes lambda, qu'il y a eu des lésions qui ne sont pas des lésions ordinaires. On peut constater aussi par exemple des pénétrations, des fellations forcées, oui. Ce genre de choses. Oui. Voilà. Donc voilà. Et puis la génération du dépôt de plainte, voilà, qu'on essaie de faire dans toutes les maisons de femmes, en lien avec les forces de sécurité intérieure, gendarmerie, police, et puis une prise en charge sanitaire en urgence, ainsi qu'un ensemble de prises en charge spécialisées, donc notamment le psychotrauma qui doit être conventionné au niveau local avec la maison des femmes. Et donc, il y a une évaluation à minima, donc plus qu'à minima, qui est prévue dans ces maisons des femmes sur les besoins des femmes. Initier la prise en charge médicale et psychologique, c'est-à-dire qu'on passe le relais à d'autres associations ou au CMP médico-psychologie ou à la consultation psychotrauma en fonction des besoins de la personne. Et puis, des délais qui seraient adaptés à une bonne prise en charge des informations nécessaires aux prises en charge sanitaires, c'est-à-dire de faire en sorte de pouvoir avoir des relais rapides, notamment sur la prise en charge du psychotraumatisme et des stress post-traumatiques. Plus c'est pris tôt, moins il y a des conséquences sur le long terme. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est aussi intéressant à passer. Il ne faut pas attendre. C'est ça. Assez rapidement sur les missions, c'est des consultations de médecins et de sages-femmes que vous trouvez dans les maisons des femmes, des consultations de psychologues, de psychiatres avec un accès au centre régional de psychotraumatisme. Donc, il y a une convention qui est passée entre chaque maison des femmes et le CRP, le centre régional de psychotraumatisme.
Et puis, il y a des bilans notamment sur le gynécologique, santé sexuelle, dépistage des IST, accès à l'IVG, l'orthogénie, notamment le cas échéant, les chirurgies réparatrices, les mutilations sexuelles, le cas échéant. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire expérimentée au sein des maisons des femmes qui doit être en capacité de prendre tout type de victimes, femmes, donc en l'occurrence, même en situation de handicap. Puis je disais, les soins bucco-dentaires en l'occurrence, mais aussi sur les certificats descriptifs et une prise en charge en addictologie. C'est un constat qui a été fait dans la présentation, que c'est quelque chose qui manquait, ou les faits, ou du moins la prise en soin de l'addictologie n'était pas du tout efficace au sein de l'évaluation des besoins des personnes qui arrivaient, les femmes victimes de violences. En suivant, vous avez une cartographie de toutes les maisons des femmes qui sont donc déployées sur la Nouvelle-Aquitaine, où nous avons tous les départements à aller. Pas tout à fait actuel dans le sens où le Périgueux est ouvert depuis quelques mois, et Angoulême par ailleurs. Et il nous reste Guérec qui est en construction, et puis on viendra par la suite, on espère, La Rochelle, mais les maisons des femmes à Saintes. Voilà, on trouve tous les départements. Donc c'est quelque chose qui a mis du temps à se structurer. Et même, nous en avons deux à Bordeaux, COBA CHU en l'occurrence, et puis la Maison des Lacs qui était initialement portée par l'association Cassis, qui était historiquement. Voilà. Et puis vous en avez une à Arcachon, c'était aussi, pour le coup, sur la Gironde, on couvre plutôt bien les besoins en tant que tel sur la maison les maisons des femmes. Et Guéret, elle ouvre ce mois-ci, je crois. Alors, il y a un début d'activité en lien avec le CHU de Limoges, qui est appuyé par le CHU de Limoges, effectivement. Voilà. Donc, même en milieu rural, on réussit à quand même très rural, avec des difficultés RH, des ressources humaines médicales, on arrive à monter quand même des maisons des femmes dans un territoire reculé, si je puis dire. Sur l'offre hyper spécialisée de prise en soin des victimes, j'en ai parlé, mais c'est les centres régionaux du psychotraumatisme, c'est un acteur majeur sur la Nouvelle-Aquitaine qui s'est structuré avant les maisons des femmes, en l'occurrence, donc le CRP, donc Nord Nouvelle-Aquitaine, qui est porté par le centre hospitalier Henri-Laborie, Dr Mélanie Voyer, pour les départements de l'Aix, Poitou-Charentes et Limousin. Et le CRP Sud Nouvelle-Aquitaine, c'est Charles Perrin, avec Dr Chantal Berger pour l'infra-région Aquitaine, pardon. Donc, les missions des CRP, c'est des soins de niveau 2, donc c'est les troubles du spectre post-traumatique, j'ai du mal à le dire, les TSPT. C'est plus facile à dire complexe. Voilà, ils sont là pour ce qu'on appelle le niveau 2, donc tout ce qui est vraiment complexe, dur donc c'est les experts sur le sujet, en sachant que le TSPT simple doit être pris au niveau local par des consultations et des professionnels formés. Et il y a des formations, donc leur rôle, c'est aussi de faire des formations. Donc, c'est une grande partie de leur expertise. Il y a 2 catalogues de formation gratuites, il faut le savoir, par le CRP. D'autres sont payantes, mais la plupart sont gratuites. Des CRP Nord et Sud qui intègrent notamment le secteur du médico-social, qui interviennent beaucoup sur le secteur de l'aide sociale à l'enfance, mais pas que. Mais voilà, il y a des formations. Alors, qui sont de niveau 1, c'est-à-dire accessibles à tout le monde, il peut déjà faire le niveau 1 pour pouvoir accéder au niveau 2, puis après accéder au niveau 3. Mais voilà, parce que c'est vraiment un parcours de formation, donc voilà, hyper spécialisé. Donc le niveau 1 est totalement gratuit, le niveau 2, en l'occurrence aussi, mais il faut déjà faire le niveau 1, et le niveau 3, c'est des formations qui sont payantes en l'occurrence, puisqu'on vous forme à l'EMDR, qui est une technique bien particulière, qui est très longue et fastidieuse, et certifiante. Donc voilà, je le dis, mais en tout cas, c'est un acteur majeur, puisqu'il réalise de nombreuses, ils ont déjà formé plus de 6000 professionnels depuis l'ouverture. Donc c'est assez conséquent, et ce sont Dr Berger, Dr et leur équipe sont vraiment très proactifs sur le territoire pour pouvoir se former les acteurs, puisque plus l'objectif, c'est plus nous avons d'acteurs formés au psychotrauma, plus il y a la facilité d'accès pour les patients qui arrivent aux UMJ en disant des femmes, voire aux UAPET pour la photogénie, de pouvoir accéder à une offre locale et pas d'être en déshérence de prise en charge avec tout ce qui s'engendre, puisque si l'intérêt, il est, je le dis, médico-économique, on sait qu'une victime qui ne serait pas prise en charge sur le aspect psychotraumatique engendre beaucoup de problématiques par la suite, addictologiques, psychiatriques, décompensation en l'occurrence, et donc aussi consommation de médicaments. Donc, je veux dire, c'est un intérêt vital bien sûr pour les personnes, mais aussi sur le long terme, ça engendre des troubles majeurs dans le parcours des personnes. Plus on a accès à des professionnels formés, et donc, en l'occurrence, l'autre mission, c'est le réseau des acteurs. Et là, il y a une cartographie des ressources locales qui est accessible sur le site de Charles Perrin et sur le site d'Henri Laborie, qui répertorie tous les établissements de santé, publics et privés, qui sont, j'allais dire, labellisés, qui ont une consultation psychotrauma,
qui sont formés au psychotrauma, c'est important. Il y a des personnes qui se déclarent formées au psychotrauma, sauf que il faut avoir été formé soit à l'EMDR, soit à l'ICV, soit à la théorie, la reconsolidation, qui sont des programmes, il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais qui sont validés scientifiquement, notamment au niveau national, et notamment il y a des travaux avec la HS sur les recommandations à venir sur le sujet, pour pouvoir prendre en charge correctement les enfants, les adultes, et sur le psychotraumatisme. Et donc, vous avez aussi un annuaire des professionnels qui sont formés, donc là, libéraux. Alors, on doit solliciter, je le dis, le CRP pour savoir si y a un psychologue libéral dans le Libournais qui est formé et qu'on peut adresser un patient. C'est pas mis en ligne, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de faire la publicité pour les professionnels de santé. Voilà. Donc, mais en tout cas, le CRP répertorie, interroge tous les professionnels libéraux qui veulent se former, qui ont été formés par le CRP, d'être répertoriés, d'être ressources le cas échéant, et puis s'ils sont sollicités par les acteurs, on peut réadresser à ces professionnels. C'est une manne vraiment très intéressante qui n'est pas déployée dans tous les CRP. Nous avons la chance d'avoir une cartographie des ressources locales et d'un manuel sur chaque département. Et puis la recherche, je ne détaille pas, mais il y a de la recherche qui est faite. C'est une action, une des missions des CRP qui est faite justement sur le psychotrauma. On a beaucoup avancé en France, on était très en retard sur le sujet et on a beaucoup avancé sur. Et puis enfin, une offre de compétences spécialisées traumatisme dans le territoire. Nous avons financé l'agence 28 équivalents temps plein de professionnels IDE, infirmiers et psychologues dans les territoires, aux établissements publics autorisés en pédopsychiatrie pour déployer et se former au psychotrauma et avoir à chaque levier, à chaque point de la région, être en capacité de répondre au psychotrauma et photogénie. Donc, que ce soit dans les CMP ou dans des consultations purement dédiées, estampillées psychotrauma et photogénie. Donc, ça a mis du temps avec le Covid, mais néanmoins, voilà, nous arrivons à avoir des réponses dans tous les territoires avec une offre publique accessible et gratuite. C'est pas grave si on déborde, mais là, c'est vrai qu'on a bien dépassé. Alors, juste en synthèse, voilà, pour bien expliquer que ce ne soit pas confus, quand on a un mineur en situation de handicap victime de violence, on peut l'adresser à l'UMJ, c'est à la porte d'entrée. Et le cas échéant, si vous avez la chance, et c'est le cas maintenant pour une UAPED, c'est l'adresser directement à l'UAPED pour pouvoir avoir sa prise en charge que les détaillés, qui peut réorienter vers le centre régional du psychotrauma pour la consultation et le suivi psychotraumatique, voire une offre en local. Et puis pour les adultes en situation de handicap, c'est l'UMJ, sauf si, j'ai envie de dire, c'est une femme et qu'il y a une maison des femmes, on oriente directement vers la maison des femmes santé, voilà, qui est en capacité de prendre aujourd'hui les femmes en situation de handicap. Voilà, tout le parcours, chez le détaillé. Merci beaucoup pour la synthèse, parce que avec toutes les informations, c'est bien d'avoir chez le commissaire. D'accord. Juste pour passer rapidement, mais c'est important, c'est la prévention. Là, on était dans le curatif, si je puis dire. C'est aller dans le préventif. On a un programme de prévention des violences sexuelles et de l'accès aux soins des victimes de ces violences. C'est un article du Code de santé publique qui oblige les ARS à avoir dans leur PRS en annexe ce programme-là. Donc, c'est quelque chose qui a été travaillé avec tous les acteurs, en l'occurrence dans les travaux, et notamment les acteurs de la justice. C'était une première. Et donc, nous avons défini plusieurs objectifs. Je passe assez rapidement, surtout ceux qui nous concernent. C'est de sensibiliser et impliquer la médecine de ville et les professionnels de santé dans le repérage précoce et les violences sexuelles. Notamment, nous avons commencé à travailler sur une boîte à outils à disposition des professionnels de santé, notamment des médecins traitants qui sont en difficulté là-dessus, sur une fiche technique des correspondants de la pédiatrie, de la CRIP, de l'ASE, quand on est médecin au fin fond de la Creuse, à qui on doit s'adresser, du procureur, en l'occurrence, donc qui est destiné aux médecins libéraux, mais aussi proposer des formations et dépistage et repérage précoce des violences sexuelles. Et donc, c'est des actions qui peuvent être portées par tout type d'acteurs, que ce soit la planning familiale, le CDFF, on a parlé, il y a des formations qui sont proposées aux différents acteurs, donc c'est sur qui on peut s'appuyer au niveau local, mais aussi des actions de sensibilisation des centres régionaux du psychotraumatisme qui ont un volet de sensibilisation aux violences sexuelles, donc comme je le disais, des actions de formation gratuites. Mais aussi sécuriser les pratiques des médecins libéraux par la réalisation d'un protocole local entre UMJ, parquet et conseil départemental de l'ordre des médecins. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le fait de déroger au secret médical, au secret professionnel. Ça n'oblige pas, mais bien souvent, les médecins sont réticents. Pour sécuriser les choses sur le volet judiciaire et juridique, il y a des protocoles qui sont signés comme un pot entre le parquet et le conseil de l'ordre qui permettent de sécuriser les personnes. Il vaut mieux trop déclarer que pas assez. Voilà, et donc, le parquet ne poursuivra pas si c'est pas avéré qu'il y a une suspicion de maltraitance, d'agression sexuelle sur un mineur qui est arrivé au cabinet médical, par exemple.
Sur les autres actions, développer des actions de sensibilisation aux violences sexuelles à tous les âges de la vie. Et donc, en l'occurrence, je passe assez rapidement parce que il y a le domaine de l'éducation nationale avec la mise en place des EVAR, ce qui ne concerne pas directement du domaine du rectorat et donc des DAZEN, des directions d'éducation nationale, pardon. Mais prévenir et surtout sensibiliser, les violences sexuelles dans les adultes en situation de handicap. Ça, c'est un public qu'on a ciblé en tant que tel dans nos actions. Mais aussi, je me perds. c'est d'accord, voilà, pardon. Voilà. Et donc, prévenir et sensibiliser les violences sexuelles, notamment alors, les adultes en situation de handicap, et notamment prévention et définir les CPOM des établissements médico-sociaux. Donc, c'est quelque chose qu'on va commencer à mettre en œuvre en l'occurrence, c'est dans les CPOM qu'on signe avec les organismes gestionnaires, de pouvoir là aussi cibler des actions de prévention, de formation des professionnels de travailleurs sociaux sur les violences sexuelles, comment les appréhender, comment les cibler, comment les repérer en tant que tel, ce qui n'était pas fait auparavant. Pour poursuivre, l'objectif, c'est réduire la violence aussi sur les personnes vulnérables, notamment en situation de handicap. C'est clairement fléché dans notre programme, et notamment développer des actions de prévention spécifiques aux populations vulnérables, donc mineurs et majeurs, et pris en charge notamment par l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est un public clairement ciblé par l'agence, avec des formations, actions auprès des professionnels du quotidien et des personnes concernées. Notamment, nous, notre porte d'entrée, c'est le développement des compétences psychosociales. Donc, voilà, c'est pour notamment les jeunes, en l'occurrence, en situation de handicap. Donc, c'est développer des programmes de compétences psychosociales adaptés au public auquel on parle, donc en situation de handicap, déficience intellectuelle, etc. Donc, là, c'est tout un chantier qui est en train de se mettre en place. C'est de pouvoir, effectivement, c'est plus qu'acculturer, ça concerne tout le monde, là, en l'occurrence, de pouvoir mieux comprendre ce qui est. Alors, on travaille sur le consentement, voilà, et comment l'adapter aux personnes en situation de handicap, la vie intime. Donc voilà, ça va se mettre en place. Et en l'occurrence, c'est quelque chose, l'important d'entrée, c'est les compétences psychosociales, parce que c'est prouvé scientifiquement qu'on acculturant, on réduit en l'occurrence les violences. Voilà. Donc ça, c'est un travail, un chantier de longue haleine. Je passe sur le reste, ça ne me concerne pas. Et puis, améliorer le repérage précoce des dépistage systématique des violences sexuelles. C'est former notamment au repérage précoce systématique des professionnels de santé et du social. Je le dis donc avec les formations à la demande qui peuvent être faites spécifiquement pour les ESMS auprès du CRP. Vous pouvez saisir les CRP, les centres régionaux de psychotrauma, pour faire des formations spécifiques ESMS, voilà, type de handicap. Ça, ils peuvent s'adapter, vous proposer quels sont vos besoins, et ils font une formation à la carte. Donc ça, vous pouvez les saisir. Et puis, rendre disponibles des outils de repérage précoce, des dépistage systématique à l'ensemble des acteurs. Il y a différents outils qui sont mis, la cartologie des violences en l'occurrence, le violentomètre. Ça peut être bateau, mais c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment connu. Et encore moi, je pense du secteur médico-social, alors que c'est un outil qui est accessible à tous pour le coup et facile à mettre en place. Il y a une déclinaison en FALC qui est disponible. Oui. Et enfin, l'avant-dernière slide, il y en a plus que ça, pardon. Alors, je passe assez rapidement parce que c'était développer une UMJP par des territoires, donc ça, on a acquis en tant que tel. Excusez-moi. Et puis, dépister et prendre en charge les vulnérabilités, en particulier le psychotraumatisme, au moyen d'une offre de proximité. Sur la photogénie, on a quasiment couvert tous les territoires, mais ce n'était pas suffisant au vu de l'ampleur. Effectivement, toute la difficulté d'avoir accès aux psychologues libéraux qui sont c'est pas la sécurité sociale qui ne rentre pas dans mon soutien psy, voilà, parce que les psychologues formés au psychotrauma ne rentrent pas dans le dispositif en tant que tel, pour la plupart, puisque la consultation remboursée par l'assurance maladie, c'est 50 €. Voilà. Et un psychologue formé au psychotrauma, une consultation, c'est environ 70-80 €. Voilà. Donc, je veux dire, ça, c'est une réalité aussi sur laquelle on est percuté et qu'on n'a pas le moyen, en tout cas. Il y a quand même des consultations publiques au sein des hôpitaux qu'on a développées en pédopsychiatrie. J'ai envie de dire, c'est à minima, mais en tout cas, on a réussi cette action-là. Et puis, sur le secteur adulte, il y a des consultations qui sont financées par l'agence, qui se sont déployées dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale et donc qui se sont déployés au fil des années. Ça ne couvre pas tous les territoires, mais on a quand même à 80% des territoires de la Nouvelle-Aquitaine où il y a une consultation psychotrauma adulte qui est réalisée dans l'hôpital public, là aussi accessible et gratuite. Et puis, je passe sur la dernière slide. L'objectif, c'est de généraliser la mise en place des dossiers conservatoires pour toutes les UMJP, pour préserver les preuves et garantir les droits des victimes des violences sexuelles. Vous allez me dire en quoi on est concerné. Eh bien, si, puisque les UMJP et les UMJ, via les médecins légistes, peuvent prendre toutes les mesures et les actes médico-légaux. Et si la personne ne souhaite pas porter plainte sur l'instant T, c'est conservé.
Et la personne peut revenir, récupérer son dossier avec toutes les preuves et redéposer plainte. Voilà. Ah oui. Ce qui n'était pas permis avant. Et donc, c'est conservatoire, c'est conservé, c'est pas perdu. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez toujours revenir sur votre décision de porter plainte. Voilà. Et en l'occurrence, à ce moment-là, on exhume le dossier et c'est avec tous les actes médico-légaux qui ont été faits à l'époque. Voilà. Donc, Pendant ça, combien de temps? alors, sauf erreur de ma part, c'est 4 ans. 4 ans. Oui, oui. Donc, effectivement, ça reste quand même un temps d'action à la victime de pouvoir réfléchir. Voilà. Et donc, ça concerne toutes les victimes, tant les personnes victimes en situation de handicap. Et c'est propre aux agressions, pour le coup, sexuelles. Alors, c'est essentiellement des agressions sexuelles, mais après, il peut y avoir des personnes, effectivement, qui ont été violentées au milieu de la rue et qui souhaitent effectivement porter plainte a posteriori. Mais c'est plutôt les violences sexuelles, les victimes de violences conjugales qui ne souhaitent pas porter plainte sur le moment, qui peuvent revenir après sur leur décision. Le dossier est toujours valable judiciairement. J'espère n'avoir été trop long, je m'en excuse. Non, mais je pense que l'intérêt était là. Complet. Oui, encore une fois, avec des choses récentes, pas forcément connues. Et puis la distinction mineur-majeur, bon, ça reste important aussi. Alors, je sais que dans la liste des inscrits, il y a des personnes, des responsables qualité ou en charge de la qualité et sans doute aux manettes pour rédiger le plan de prévention et de gestion de la maltraitance et de la violence en SMS. Enfin, là, je pense que vous avez plus que des billes, vous avez des gros tuyaux de choses à mentionner, de ressources à solliciter si d'aventure vous arrivez. Voilà. Il n'y avait pas de questions au moment où vous êtes inscrit. Je sais que plusieurs personnes ont déjà dû nous quitter. Je vous propose d'en rester là, puisqu'on a largement dépassé le temps. Si vous avez des questions précises, vous avez nos coordonnées au début du PowerPoint, Elodie Galisson et moi-même. Et si d'aventure, il y avait des choses qu'on devait transmettre, on se permettra de le faire quand vous avez des autres intervenants. On vous remercie beaucoup pour votre intervention, pour votre écoute, votre attention. Donc, je l'ai dit au démarrage, le replay et les supports, le support qui a été projeté, seront mis en ligne sur nos deux sites internet respectifs, j'espère dans une semaine. Voilà. Vous avez une idée. Encore un grand merci aux intervenants d'abord et à vous, auditeurs. Et on peut garder en tête que pour 2026, ça pourrait être un sujet à approfondir, parce que je pense que les besoins et l'intérêt sont là, en tout cas, de la part des professionnels. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.